Bon, donc l'urbanisme est à l'honneur aujourd'hui, et ce dont je vais vous parler sous le titre « Le paradigme de la capitale impériale en Asie orientale », c'est un modèle d'urbanisme. C'est un modèle d'urbanisme qui a une très longue histoire et qui a été conçu de manière... c'est parti d'une sorte de mythe qui a pris forme à l'époque des royaumes combattants en Chine, vers le 5e siècle avant notre ère. En reconstruisant, on peut dire que c'est une reconstruction mythique, en reconstruisant une ville idéale, un modèle de ville idéale qui aurait été celui de la dynastie Zhou. C'est une dynastie qui a été idéalisée, du moins les premiers temps de cette dynastie ont été idéalisés par le confucianisme. Elle a duré en principe jusqu'au IIIe siècle avant notre ère, mais en réalité elle s'est défaite bien avant. Et en particulier à partir de l'époque des royaumes combattants. Donc les royaumes combattants, c'est du 5e siècle au 3e siècle avant notre ère. Et pendant cette période des royaumes combattants, c'est des guerres civiles qui ont déchiré la Chine, qui n'était pas encore empire, c'est des royaumes qui ont déchiré la Chine pendant au moins 2 siècles. Et c'est aussi l'époque du confucianisme. Alors, les royaumes combattants, le penseur qu'on appelle Confucius, et dont le nom chinois est Kongzi, qui vivait vers le 6e siècle, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, a idéalisé le règne, enfin, plus exactement, le duc de Zhou, qui n'était donc pas le roi lui-même, qui aurait été un administrateur idéal vers le XIe siècle avant notre ère. Et pendant cette période des royaumes combattants, en allant avec ce gouvernement idéal, on a imaginé un modèle d'urbanisme idéal. Alors, c'est un modèle qui est très simple. C'est une ville qui est quadrangulaire, c'est un quadrilatère, totalement symétrique, avec 3 portes de chaque côté. Et puis des avenues qui vont de l'une à l'autre, avec le palais impérial au centre, enfin le palais royal au centre. Alors ce qui est très curieux, c'est que cette ville, ce carré, avec 3 portes de chaque côté, c'est également le modèle de la Jérusalem céleste, qui, dans l'Apocalypse, descend du ciel sur la terre. Ce qui pose la question, d'où vient ce paradigme? Je n'ai pas la réponse. Toujours est-il que ce paradigme, il a été, bon, d'abord conçu, il n'existait pas au moment où il a été conçu, parce que les villes en Chine se sont développées, je vais en dire un mot, d'une manière qui n'était pas aussi géométrique que ça du tout. Mais au cours de la longue histoire de la Chine, on a essayé de l'appliquer. Et c'est au 7e siècle de notre ère que l'application a été le plus proche de la perfection. Dans le cas de la capitale
de la capitale des Sui et des Trang. Les Sui, c'est une dynastie qui a réunifié l'Empire au 7e siècle, mais qui n'a pas duré longtemps et qui a été relayée très vite par les Trang, qui est une très grande dynastie à tous égards, et dont la capitale était Chang'an. Et Chang'an a été la ville qui, en fait, a été le plus proche de ce modèle. Ce modèle s'est ensuite diffusé en Asie. Il a été appliqué au Japon, il a été appliqué en Corée, dans une certaine mesure au Vietnam aussi. C'est donc vraiment un paradigme. Maintenant, les liens entre ce modèle idéal et les villes réelles. Dans le mot qui, un des mots les plus anciens pour dire la ville, c'est yi, qui veut dire on dirait un chef-lieu aujourd'hui. Et l'origine, l'étymologie de ce sinogramme nous montre une enceinte qui est représentée par cette partie du sinogramme. Et celle-ci, quand on reconstitue le caractère qui n'a pris cette forme que relativement tard, vers l'époque des Han, c'est-à-dire grosso modo vers le début de notre ère. Mais à l'origine, l'interprétation la plus courante, c'est que c'est un homme agenouillé. Un homme agenouillé. Donc c'est un subordonné qui se prosterne devant un souverain. Et le souverain est dans une forteresse close de murailles qui est représentée par ça. Donc, voilà. Ce qui a quelques rapports avec la réalité historique parce que ces Zhou, ils sont venus à l'origine des plateaux de l'ouest de la Chine, ce qu'on appelle les plateaux de Leus, et ils se sont imposés comme des conquérants qui, au départ, n'étaient pas de la même culture exactement que les peuples conquis, et qui se sont retranchés dans des forteresses, qui ont été des noyaux urbains pour la suite de l'histoire. Et l'idée de ville a été, jusqu'à nos jours, du moins dans ce qui en reste dans les caractères chinois pour signifier ville, associée à cette idée de forteresse et de muraille. Parce qu'au départ, ces Zhou, ils étaient donc comme des seigneurs dans leur château, dans leur forteresse, régnant sur des campagnes qui étaient, j'en ai parlé mardi, qui étaient incultes, c'était des rustres qui n'avaient pas la culture. Eux la possédaient, la culture. Et ils étaient donc dans leur forteresse, et c'est le mot « chen » qui veut dire la muraille, la forteresse, et qui a pris le sens de ville. Mais, et alors c'est un trait caractéristique de la ville chinoise classique, elle a double muraille. Elle a une muraille interne qui est le Cheng, c'est-à-dire le château, la forteresse dans laquelle sont les seigneurs, les maîtres du territoire. Mais à l'origine, alors ceci, je vous ai dit, c'est un homme qui se prosterne, étymologiquement. Bon, ça se reconnaît pas comme ça, mais si on refait l'histoire du caractère, ça se voit mieux. Cet homme qui se prosterne, eh bien, ce sont les peuples soumis. En somme, ce sont les travailleurs, les paysans, les artisans, les marchands, soumis par ceux qui sont dans la forteresse. Mais au départ, ils sont en dehors de la muraille. Ils ne sont pas protégés par la muraille. Mais
au cours de l'histoire, ils vont être protégés par une deuxième muraille qui va enclore tout ça. Et cette deuxième muraille, c'est le Guo. Qui se rajoute au Cheng. Donc la ville chinoise classique, elle a deux murailles. Une muraille qui enclôt la ville au sens large, tout ce qu'il y a dans la ville, et puis une muraille interne qui enclôt les quartiers administratifs et, dans le cas de la capitale, le palais impérial. Donc double muraille. Si parmi vous, il y en a qui ont visité Pékin, ce qu'on appelle la cité interdite, c'est la muraille interne, c'est le Cheng. Et le Guo, la muraille externe, a été rasée. A été rasée après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, en Europe, on a détruit les murailles des villes, enfin, dans la plupart des cas, au XIXe siècle, mais en Chine, seulement au XXe siècle. Et même dans le cas de Pékin, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, on ne la voit plus. Dans le cas de Séoul, en Corée, on a gardé seulement les portes. Et les portes, qui étaient les portes à travers la muraille, on n'a gardé que les portes. Dans le cas des villes japonaises, c'est un troisième cas de figure. Comme je le disais mardi, il n'y avait pas de muraille. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Au cours de l'histoire, ce modèle, qui est un modèle idéal et qui tel quel n'a jamais existé, mais qui va se réaliser avec certaines modifications. Et en particulier, le palais qui est ici, géométriquement au centre, en fait, il va être au nord. Il va être ici. Et ça va être le cas notamment à Chang'an. Donc, le Cheng va être au nord. Et même dans le cas de Chang'an, qui a donc été réalisé, commencé à être construite par les Sui et pleinement réalisée par les Tang, il va aussi y avoir des jardins ici. Donc la partie proprement impériale de la capitale va être au nord. Parce que dans la cosmologie chinoise, le territoire doit être sous le regard du souverain. Et dans cette cosmologie, on se réfère au soleil, c'est-à-dire on regarde vers le sud, et pas comme nos cartes vers le nord. On regarde vers le sud. Donc le territoire est symboliquement au sud, sous le regard du souverain. Ce qui va faire de cet axe l'axe principal de la ville, à partir du palais impérial, vers le sud. Et c'est ce qu'on appelle l'axe de l'oiseau rouge. Je ne vous donne pas le nom chinois, mais c'est un oiseau rouge. Ce modèle se définit avec ce qui petit à petit va devenir ce qu'on appelle le feng shui, c'est-à-dire une cytologie cosmologique j'ai déjà souvent employé ce terme, c'est vent et eau. Vent et eau. Donc le feng shui, qui est une cytologie à repère cosmologique, et qui va être associée en particulier à la mise en pratique du paradigme de la ville. Donc le paradigme de la ville, c'est ça, c'est la capitale impériale, ce qui fait que dans les cartes chinoises, une ville est toujours représentée par un carré, traditionnellement. Bon, dans les cartes topographiques actuelles, évidemment, on représente la forme exacte de la ville, si elle n'est pas totalement étalée, mais dans les cartes plus anciennes, la ville est toujours un carré. Même si, et en fait le plus souvent, ça n'était pas un carré, sauf dans des cas particuliers, et notamment celui-ci, le Chang'an, qui n'était pas complètement carré, mais presque. C'est une ville, donc réalisée
au 7e siècle, est peuplée de force, ce qui fait qu'en quelques années, elle a atteint 1 million d'habitants, et même peut-être dépassé 1 million d'habitants. C'est des méthodes expéditives que l'on n'imagine pas en Europe. Ça n'a jamais existé en Europe. Et on pourrait comparer Chang'an et Rome. C'est des villes qui se sont développées d'une manière totalement différente. Rome s'est développée historiquement et de manière non géométrique, sauf peut-être à l'origine, et encore, c'est sans doute simplement un modèle qui a été conçu après coup, ce qu'on appelait la Roma quadrata des origines, qu'on a de temps en temps assimilé à un quadrilatère, mais c'était plus vraisemblablement quelque chose de ce genre, avec un cardo, un decumanus, et puis quelque chose qui idéalement pouvait ressembler à un cercle. Mais ça, c'est une représentation qui est dérivée d'un hiéroglyphe égyptien, qui veut dire la ville. Ça. Bon, la Roma quadrata, c'était plutôt la Rome quadripartie des origines, plutôt qu'un quadrilatère. Alors, revenons à la capitale chinoise. Elle était énorme. Il faut que je retrouve les chiffres exacts. Bon. Est-ce que j'ai noté ça? Elle était vraiment énorme. Oui, c'était un carré presque parfait de 9,5 km d'est en ouest, 9,5 km de côté, et 8,5 km du nord au sud. Avec sa double enceinte, donc. Et l'enceinte était doublée par une douve, une énorme douve. Vous vous rendez compte, il n'y avait que 3 portes. Et sur une longueur de quasiment 10 km, vous avez 3 portes. Et c'était une muraille qui faisait environ 5 mètres de haut. Il y a eu plus tard dans d'autres capitales, notamment la ville qui est aujourd'hui Nankin, des murailles plus hautes. Mais même 5 mètres, c'est pas mal. Et vous vous rendez compte, sur 10 km, un mur comme ça avec seulement 3 entrées. C'était un signe de pouvoir formidable. Et tout cela était organisé géométriquement. Donc vous aviez les trois avenues dans le modèle idéal qui est attribué au Zhou, dans ce qu'on appelle le rituel des Zhou, le Zhouli. Donc là, ici, je me réfère seulement au modèle idéal. Vous avez ces 3 axes qui sont chacun triples, c'est-à-dire 3 avenues à chaque fois. 3 fois 3, 9. Une au centre pour la circulation, une pour les hommes, une pour les femmes. La ville est divisée en 2 moitiés, est et ouest, par l'axe central, l'axe de l'oiseau rouge, avec un marché à l'est et un marché à l'ouest. Et l'ensemble des axes principaux et des axes secondaires divise la ville en quartiers, 110 quartiers quadrangulaires qu'on appelle des fans, qui sont chacun entourés d'un talus et avec une porte sur chaque face, donc, et puis avec des rues orthogonales et un carrefour central
et des ruelles adjacentes. Le quartier est gardé et il est fermé la nuit. Donc c'était une ville vraiment sortie de la tête d'un géomètre. Et comme je vous disais, elle a été peuplée de force. Donc on a déporté par centaines de mille des habitants des provinces pour peupler la ville.